Vous écoutez Mystère Radio. Énigme et aventure. Ce soir, une pièce policière d'Isabelle Villard, Mauvais réflexe. La distribution: Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solnia, Galabert, Adrien Nicati, Marie, Claude Abran, Henri Montaille, André Neury, l'avocat Marcel Vidal, le procureur Édouard Nerval, le barman Henri Lauriac, un gardien Olivier Brun, Yvonne Comtesse, André Hamon, Madame Maréchal, Germaine et Pierre, Guite, Isabelle Villard, avec les voix de Georges Milot et Richard Corena. Assistante Geneviève Chop, mise en onde Roland Sassy. Mauvais réflexe. Considéré comme une provocation et légalement reconnu comme excuse atténuante, malgré le double meurtre dont l'accusé s'est rendu coupable, je ne vous réclame pas sa tête. Non, messieurs les jurés, je ne vous demande pour Henri Montaille que les travaux forcés, laissant leur durée à votre juste appréciation. Monsieur l'avocat de la défense, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, l'homme dont le sort est entre vos mains est un citoyen exemplaire. Pendant 43 ans, la vie d'Henri Montaille s'est déroulée comme une route toute droite, une de ces routes bien françaises, un de ces beaux rubans dont nous avons encore le secret. Bien française, oui. La vie d'Henri Montaille a toujours été au service de la patrie. Tout jeune, il fait la guerre, et sa conduite y est remarquable. Mieux que cela, il devient officier. Et, à l'heure du drame, il revient d'une période militaire de 21 jours qu'il n'a en aucune façon cherché à éviter. Il a voulu, en temps de paix comme en temps de guerre, aux manœuvres aussi bien qu'au front, servir son pays. Et c'est avec l'âme sereine que donne le sentiment du devoir accompli qu'il regagne son foyer. Ce vendredi 12 mai 1967, libéré avec un jour d'avance, il se réjouit à l'idée de la surprise qu'il va faire à son épouse. Cependant, avant de quitter ses camarades, il accepte de boire avec eux le verre de l'amitié. Quoi de plus naturel? Vous et moi, messieurs les jurés, je ne parle pas des dames, bien sûr. Vous et moi, messieurs, nous aurions fait de même. Or, nous savons comment se déroule ce genre de réunion. Le premier compagnon paye sa tournée et le deuxième, pourquoi le troisième serait-il en reste? Voilà votre tour, vous ne pouvez vous dérober. À ce moment-là, pourquoi offenser le quatrième? Et le cinquième est-il plus pauvre que les autres? Bref, plus l'amitié est forte, plus les vers se multiplient. Henri Montaille est-il un ivrogne? Non, messieurs. Henri Montaille ne buvait jamais. Si vous en doutez, j'ai tout un dossier de témoignages qui vous le prouveront. Alors, a-t-il bu pour se donner du courage en vue d'accomplir un acte délictueux? En aucune façon. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Mon client s'est laissé entraîner par la chaleur de l'amitié. Mesdames et messieurs les jurés, je n'essaierai pas de vous cacher que mon client était ivre en arrivant chez lui vers 9h15 ce fameux 12 mai au soir. Mieux que cela, je vous demande d'en prendre note. Dans le cas qui nous occupe, l'ivresse constitue chez mon client une atténuation de sa responsabilité parfaitement. Henri Montaille, ce soir-là, n'était pas en mesure d'apprécier
l'illégalité de son acte. Première circonstance atténuante. Voilà donc cet homme heureux qui regagne son foyer, où une épouse aimante lui donnera avec son sourire indulgent un peu de bicarbonate. Or, cet homme heureux, que trouve-t-il en rentrant chez lui? Une femme en flagrant délit d'adultère, dans sa propre chambre à coucher, dans son propre lit. Rentrez à l'improviste, messieurs, et trouvez cela. Mettez-vous à sa place. Oui, vous, monsieur, vous, mettez-vous à sa place, comme j'ai honnêtement tenté de le faire. Quelle aurait été votre réaction? Vous auriez crié, saisi l'intrus au collège, jeté la femme au bas de ce lit sacré qu'elle avait profané. Mon client, lui, avait une arme au côté. Il l'a tirée. Notez bien qu'il n'a même pas eu pour réfléchir la seconde nécessaire à aller chercher l'arme dans son tiroir ou même dans sa poche. Non, l'arme était là, sous la paume de sa main. Deuxième circonstance atténuante. Ce n'est même pas un meurtre, messieurs les jurés. C'est un réflexe. Et vous tous qui tenez un volant, vous savez que l'ivresse donne de mauvais réflexes. Qu'est-ce qu'un assassin? Ce n'est tout de même pas un homme qui a de mauvais réflexes. La preuve de ce que j'avance, c'est que sitôt son acte accompli, Henri Montaille s'effondre en larmes au pied du lit, le temps de reprendre ses esprits, et il se traîne, anéanti par le remords et le chagrin, au commissariat le plus proche, où il se constitue prisonnier, en sanglotant. Il avoue spontanément, et il regrette son acte. Troisième circonstance atténuante, messieurs les jurés. Quant à la provocation de l'adultère commis sous le toit conjugal, je ne vous la rappelle que pour mémoire. Monsieur l'avocat général lui-même a reconnu qu'elle constituait mieux qu'une circonstance atténuante, une excuse atténuante, c'est-à-dire qu'elle est prévue et reconnue par la loi selon l'article 324 du Code pénal. Le procureur, messieurs les jurés, ne vous a pas demandé la tête de mon client. Il vous a demandé les travaux forcés, ce qui pour un procureur est le comble de l'indulgence. Monsieur le procureur ne vous a même pas demandé les travaux forcés à perpétuité. Il a laissé à votre bon cœur et à votre sens de la justice le soin d'en fixer la durée. Eh bien, moi, mesdames et messieurs, moi, je ferai mieux que cela. Je vous demande de ne voir dans l'acte d'Henri Montaille qu'un mauvais réflexe. Je vous demande d'admettre que nous sommes tous capables de gestes irréfléchis et, hélas, irréparables. Je vous demande, pour mon client frustré, bafoué, pour mon client héroïque et trompé, je vous demande pour mon client aveuglé par la douleur et la jalousie, pour mon client diminué par une ivresse occasionnelle, pour mon client qui pourrait être chacun d'entre nous, pour mon client déchiré et repentant, je vous demande, messieurs les jurés, l'acquittement pur et simple. Montaille, le divisionnaire vous demande. Eh bien, Montaille, vous m'entendez? Mais dites donc, mon vieux, vous rêvez? Hein? Oui, mon ami, je rêvais. Tout éveillé. Et je faisais un rêve bien agréable. Une petite amie? Non, je rêvais à mon procès. Et vous appelez ça un rêve agréable? Très agréable. J'étais acquitté. Et on me portait en triomphe. Ça, je vous le souhaite. Mais pour le moment, Montaille, monsieur le divisionnaire vous demande. Et avoir la tête qu'il pousse, si vous voulez mon avis, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Ça gênerait
est absolument formel. Aucune poussière, aucune parcelle d'aucune sorte ne devait se trouver dans le canon de l'arme. Bizarre. Enfin, nous allons voir quelle explication Montaille peut nous donner. Va le chercher, mon petit Galabert. Oui, tout de suite, chef. Voilà, Gallois. Oui, monsieur le juge. Certainement, monsieur le juge. Le rapport du laboratoire de balistique. Oui, monsieur le juge, je l'ai fait chercher au dépôt. Comptez sur moi, monsieur le juge. C'est entendu, je vous rappelle, monsieur le juge. Allez-y. Voici le prévenu, chef. Monsieur le divisionnaire, Asseyez-vous, Montaille. J'ai une question à vous poser. je vous ai dit tout ce que je savais, commissaire. Je ne crois pas qu'on peut m'accuser d'avoir cherché à dissimuler quoi que ce soit. Je ne conteste pas votre franchise. Cependant, il y a un petit fait nouveau. Le canon de votre arme contenait des parcelles de tabac. Quelle explication pouvez-vous donner à cela? Comment, mais... Je suis fumeur. Je ne vois rien d'étonnant à ce que mon revolver contienne des parcelles de tabac. Rien d'étonnant à condition que cette arme se soit trouvée dans votre poche. Or, elle se trouvait à votre ceinturon. Et vous l'avez jetée sur le lit après avoir tiré. Est-ce vrai? Je pense que mon revolver devait contenir en permanence de telles particules. Un coup de feu tiré nettoie de façon absolue le canon d'une arme. Il n'y avait pas de tabac sur le drap du lit. Il faut donc que vous ayez mis ce revolver dans votre poche après avoir tiré. Et cela ne correspond pas à vos déclarations. Je ne me rappelle pas l'avoir fait. Mais, monsieur le commissaire, j'étais dans un tel état... Oui, nous le savons. Cependant, vous n'étiez pas ivre au point de manquer votre coup. Vos deux victimes ont été frappées entre les deux yeux. Un homme capable de viser avec une telle précision doit pouvoir se rappeler s'il a empoché son arme et pourquoi. Je suis champion de tir militaire. Je crois que même en dormant, la précision ne me ferait pas défaut. Très bien. Au sujet de votre revolver, vous ne pouvez pas me donner une meilleure réponse. Pas avec certitude, monsieur le divisionnaire. J'ai dû, sans m'en rendre compte, fourrer l'arme dans ma poche et la jeter sur le lit avant de me rendre au commissariat. Mais ce n'est qu'une supposition. Bon, ce sera tout pour l'instant. Il y a des femmes tout de même qui sont de belles saletés. Des fois, elles méritent ce qui leur arrive. Vous parlez d'une de vos amies? Ne soyez pas bêtes. Vous ne lisez pas les journaux? Le drame de la rue Croulebarbe. Ce mari qui a tué sa femme et son rival. Ah oui, il les a trouvés dans son propre plumard. Oui, j'ai lu ça. Et il revenait du service encore. C'est très mauvais de rentrer chez soi à l'improviste. Un petit coup de téléphone évite bien des ennuis. Ah, vous êtes cynique, Picoche. Et vous sévère, Marie. Il semble que cette petite a payé son imprudence assez cher. Vous devriez la plaindre. Moi, c'est le mari que je plains. Oh, comme il a dû souffrir. Quel choc, quel déchirement. Moi, à sa place, j'aurais refermé la porte et je serais parti. Parce que vous ne respectez rien. Si, le sommeil. Je serais même parti sur la pointe des pieds pour ne pas les réveiller, ces petits. Naturellement. Pour vous, l'amour, c'est un flirt par-ci, un flirt par-là. À se demander si vous les reconnaissez dans la rue. Et ce n'est pas ça, l'amour, avec un grand A. Celui qui fait faire des folies. Mais dites, vous lisez beaucoup ces temps-ci. Il y a des mensonges qui sont pires que des crimes. Avec 2 ou 3 nanas comme vous dans le jury, votre bel officier est tranquille, il moisira pas longtemps en tôle. Le téléphone. Mais c'est peut-être Monsieur Durtal qui dit qu'il ne rentrera pas déjeuner. Moi qui ai l'estomac dans les talons, alors... Allô? Oui, monsieur le commissaire. Si, il va rentrer, on l'attend pour manger. Oui, avec Picoche. Vous voulez que je vous le passe? 1 minute. Monsieur Gallois me demande à moi... Il demande monsieur Roland, bien sûr. Mais faute de grive, on mange des merles. Merci quand même. Allô? Oui, bonjour, monsieur Gallois. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Oui, je vois, on en parlait justement avec Marie. Ah non? Bon, très bien, 2 heures, je lui dirai. D'accord. À tout à l'heure, commissaire. Ma bonne dame, monsieur Gallois, lui aussi, s'occupe de votre protégé. Mon protégé? Ah oui, le capitaine justicier.
Et croyez-moi, Marie, quand M. Gallois nous appelle à son secours, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, mon vieux, qu'est-ce qui te tracasse? Apparemment, c'est un meurtre passionnel sans mystère, et même très banal. Et justement, mon petit Durtal, presque trop banal. Banal? Ah non, alors... Vous nous volez nos répliques. Ah, c'est vrai qu'en général, c'est vous qui cherchez la petite bête. Eh ben, pour une fois, ça changera un peu. Hein. Alors, où la chatte a-t-elle mal aux pieds, selon toi? Entre les deux yeux. Hein? Ouais. Je m'explique. Un mari jaloux qui fait un malheur. C'est un événement très ordinaire. Mais surtout que le mari avait picolé un brin. Alors, il a vu rouge. Oui, d'accord. Mais dans ces cas-là, celui qui voit rouge vide tout le chargeur de son arme, au jugé. Or, Françoise Montaille et son complice ont été tués net d'une balle au front, d'une précision sans défaut. On sait exactement quel était le degré d'ivresse du meurtrier. Mais je pense bien, la prise de sang qu'on lui a faite au commissariat accuse du 2,1 pour 1000. Ben, il est venu Eh ben. se constituer prisonnier? Tout droit, oui. Il s'est d'ailleurs effondré en balbutiant des phrases sans suite. On peut jeter un coup d'œil sur ces phrases sans suite? Oui, bien sûr, tiens, elles sont là. Alors, je les ai tués tous les deux. Je suis un monstre. Pauvre petite, elle est morte maintenant, mais il fallait que je la tue. Elle le voulait. Elle le voulait tellement. Il fallait que je la tue si je ne voulais pas la perdre. Ouais, en effet, c'est plutôt incohérent. Montaille est un buveur d'habitude? En aucune façon. Vers 7 heures, en arrivant à Paris avec son groupe, ils sont allés au bar Antillais, près de la place d'Italie. Pas très loin de chez lui, en fait. Ils sont restés là jusqu'à 9 heures. Le barman dit qu'ils n'ont pas arrêté de porter des toasts à coups de double rhum. On l'a vu rentrer? Rentrer, non. Mais son voisin du dessous l'a vu ressortir vers 10h30, quand il se rendait au commissariat. Faisait un tel boucan qu'il a ouvert sa porte tout juste pour voir Montaille faire un vol plané dans l'escalier. Il a répondu par un grognement à la question du voisin et il est sorti en titubant. Comme il avait la réputation d'un homme sobre, rangé, le voisin a été surpris, enfin pas autrement inquiet, il est allé se coucher. Les coups de feu, il les avait entendus, le voisin? Non, seulement il n'est rentré que vers 9h15, quelques minutes sans doute après le drame. Ah, mais il s'est tout de même pas écoulé plus d'une heure entre le moment où le capitaine a tiré et celui où il est allé se dénoncer. Mais apparemment, oui, il dit lui-même qu'il est resté prostré un temps indéterminé. S'il est resté plus d'une heure roulé en boule sur la descente de Lys, c'est bizarre qu'il se soit réveillé avant le lendemain matin. Enfin bref, Gallois, cet homme ne peut pas être un simulateur, puisque son état a été constaté par des témoins et éprouvé par la prise de sang. Alors, qu'est-ce que tu cherches exactement? Ah, si je savais exactement ce que je cherche, j'enverrais Galabert. Si je t'ai passé un coup de fil, c'est que tu es très doué pour voir du mystère là où il n'y en a pas. Tu me le reproches assez souvent? Eh ben, pour une fois, je te dis, mon petit Durtal, trouve-moi du mystère dans ce meurtre sans mystère. Complique-moi cette affaire à plaisir, trouve des pistes, embrouille les fils, enfin, en un mot, donne-t'en à cœur joie. Bon. Ah, pardon, chef, mais je n'arrive pas à me débarrasser de la femme de ménage des Montailles. Elle ne semble pas du tout impressionnée par mon autorité, alors. Et quoi, elle vient faire une déclaration? Non, elle veut changer l'eau des poissons. Hein? Elle m'a cassé son parapluie sur la tête. Ah bah tout s'explique. Allez, en ce moment, Barbarin, toutes les peines du monde à la retenir. Ah, il a loupé son tour à ce qu'on dirait, tiens. Tout de même, me voilà dans le sein des saints. Et c'est vous le patron de ces gens-là, de jolis cocos, et qui n'ont pas plus de cœur que de bon sens. Je suis de la Société protectrice des animaux, moi, monsieur. Et si vous ne me laissez pas faire sauter ces damnés scellés, vous aurez de mes nouvelles. Et puisque vous voilà dans mon bureau, madame, asseyez-vous et expliquez-vous calmement. Oh, oui. Alors voilà, monsieur Poli. Comme on aime à se représenter un agent de police. Monsieur n'est pas agent de police, il est commissaire divisionnaire. Tâchez d'être poli vous-même. Alors, Galabert, ne nous énervons pas. Retourne dans ton bureau, je m'occuperai de madame. Oh, très bien, chef, mais vous m'avez dit que vous ne vouliez pas être dérangé. Oui, mais maintenant c'est fait, alors laisse-nous. Voyons, madame, je vous écoute. Eh bien, puisque vous voulez bien m'écouter, monsieur le chef, je ne serai pas longue. D'abord que je vous dise que je n'ai rien contre les policiers, mais il faut savoir se faire respecter dans ce monde, n'est-ce pas? Voilà. Je m'appelle Rodogune Maréchal et je suis femme de ménage chez les Montailles depuis des années.
Je ne suis pas venu vous trouver à cause du drame, mais à cause des poissons rouges. Je veux nourrir ces poissons. Je suis de la société protectrice et je voudrais bien... Et votre demande est parfaitement justifiée, madame. Il est surprenant que mes inspecteurs n'aient pas descendu les petites bêtes chez la concierge. C'est ce que nous faisons en pareil cas, avant d'apposer les scellés. Sans doute le bocal aura-t-il échappé à leur vigilance, mais nous allons réparer cette erreur. Croyez-vous qu'il soit encore temps ? Oui, mais il faut pas tarder. Si vous êtes d'accord, je les prendrai chez moi. Très bien. Durtal ou Picoche, voulez-vous accompagner madame Maréchal ? Mais avec plaisir, j'ai ma voiture en bas. Quoi ? On y va tout de suite? Alors ça, si je m'attendais, hein. Ah, comme quoi il vaut toujours mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Dites, chef, est-ce que je pourrais aussi faire le ménage? Il n'en est pas question. Je vous prierai même de ne rien déplacer. L'enquête est en cours. Et l'appartement n'est pas fait. Justement, j'ai téléphoné à madame Yvonne tout de suite pour qu'elle vienne m'aider. Mais je n'ai pas pu l'atteindre. On ne peut pas laisser le ménage comme ça. Ces messieurs vous aideront à transporter chez vous les poissons dont vous désirez vous occuper. C'est tout ce que je puis faire pour vous, madame. Un inspecteur vous accompagnera pour remettre les scellés après votre départ. Alors, je compte sur vous, les enfants. Ok, commissaire, on y va. Si madame voulait bien se donner la paix, par ici, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Oh là, en 2 ou 3 jours, qu'est-ce que ça peut sentir leur enfermé là-dedans? On peut ouvrir la fenêtre quand même. Ouvre, Picoche, je le prends sur moi. Et occupez-vous des poissons, madame. Moi, je jette un coup d'œil dans les chambres. Oui. Oh, mais pauvre Minet, si c'est pas une honte. Ils n'ont pas l'air trop éprouvés. Heureusement, sinon vous auriez entendu quelque chose. Minet. Quoi, Minet? Vous dites Minet à des poissons? Vous croyez pas que vous leur faites peur? Pourquoi? Ce sont des poissons chinois. Ils peuvent pas savoir que des Minets, c'est des chats. Oh, regardez comme ils ont de la connaissance. Ils viennent vers moi, mon petit chéri, mon petit Venez, on va vous changer d'air. Ah ben, je vais vous donner un coup de main pour vider l'aquarium. Aux 3/4, hein, Non, on va s'y prendre autrement. On mettra l'aquarium à vide dans votre voiture et je porterai les petits chéris dans un bocal à confiture. Allez, il doit y en avoir à la cuisine, sous l'évier. Bon, allez, attention. Oh, ben, c'est lourd, c'est là qu'on met les bouteilles vides. Attention. Et les bocaux. Là. Tenez, voilà un beau là. Tiens, par exemple. Quelque chose qui ne va pas? Non, rien du tout. Ah, voilà un bocal qui ferme bien. Il ne faut rien nous cacher, Madame Maréchal, c'est très important. Ça. Qu'est-ce qui est important? Ben, vous avez ouvert le dessous de l'évier et quelque chose vous a fait pousser une exclamation de surprise. Dites-nous ce que c'était, sinon on ne transporte pas vos Minets, hein. Jeune homme, je suis insensible au chantage sous toutes ses formes. Le chef vous a donné l'ordre de m'aider à transporter les poissons, vous le ferez. Quant au reste, s'il y a quelque chose à découvrir, découvrez-le. Après tout, c'est votre métier, pas le mien. Et dans le mien, moins on cause, moins on a d'ennui. Allons. Viens, Hérodia, n'aie pas peur. Et hop là. On va changer de décor, pas vrai? Ah. Oh, Brigitte, voyez donc pas que c'est un mâle. Ah bah non, ça j'avoue que... Allez, hop, Hercule, voilà. Qui c'est qui va retrouver sa petite femme? Qui c'est qui va nignaler en vacances? Vous le connaissiez, vous, le quequin à votre patronne? Monsieur Emmanuel, bien sûr. Ah, pauvre petit. Il venait souvent ici? Presque tous les jours. Non, en cachette du mari? Oui, pas du tout, puisque c'était son cousin. Quoi, le cousin d'Henri Montagne? Non, le cousin de madame. Tiens, ah bah ça sortait pas de la famille, en somme. Moi, je n'ai jamais rien remarqué. J'ai toujours cru que ma petite madame était sage comme un ange. Ah, il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui, à propos d'eau qui dort, attrapez l'aquarium de ce côté. Oui. À 3, on le penche. Attention. Célibataire, le cousin? Non, divorcé ou séparé, je crois. Allez, vous y êtes. 1, 2, 3... Vous la connaissiez, sa femme? Oh, je l'ai vue au temps de leur fiançailles, une belle femme, une ancienne actrice de cinéma.
Mais il y a plus d'une année qu'elle n'est pas revenue ici. Un fiasco, ce mariage. Mais quand vous parliez de Madame Yvonne, c'était d'elle que vous... Mais non! Oh, Madame Yvonne, c'est l'amie intime de ma pauvre petite madame. Madame Yvonne Comtesse, qu'elle s'appelle. Mais quand vous avez appris le drame, c'est à elle que vous avez téléphoné? Ben oui, pour les poissons, les fleurs, tout. Et puis je pensais qu'on nous laisserait remettre l'appartement en ordre. De toute façon, elle a dû partir, ça ne répond pas chez elle. Eh, dites, vous ne croyez pas que je pourrais au moins refaire le lit? Ah, surtout pas, Madame Maréchal. Hein. On peut y aller, Picoche? Oui, Barbara est là pour les sceller. on est fin prêt. Ah ben, puisque je peux pas travailler, allons-nous-en, ça me fait mal au cœur de rester dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est toi, Picoche. Oh, du nouveau pour le chef. Hey, je viens plutôt faire le marché aux tuyaux. Et vous auriez pas l'adresse de la veuve du petit cousin, non? Tu tombes à pic, Picoche. On doit rire. Oh, bah quoi, il est pas plus mauvais qu'un autre. Enfin, si tu t'es levé du pied gauche, le châssis qui est dans le bureau du patron va t'en mettre de bonne humeur. Ah, une pépé? Justement, celle que tu cherches, mon vieux. Quoi, la veuve d'Emmanuel Renard? Tout juste. Elle a appris son nouvel état civil par les journaux. Elle était dans le Midi, c'est pourquoi on n'avait pas pu la joindre. Elle a pris son volant et elle est rentrée tardard. Ah, mazette. Quelle belle femme. Et le deuil lui va ravir. Allez, on peut risquer un œil? Elle bouge pas, elle va sortir d'une minute à l'autre. Mais tâche de te tenir, hein, c'est pas une pépé comme tu dis, c'est une dame. Et alors, qu'est-ce que tu crois, hein? Que je vais lui faire un croc en jambe? La voilà. Merci, commissaire. Je ne puis vous dire à quel point votre sympathie m'a été précieuse. Et cette chaleur humaine... Mais voyons, madame, c'est bien naturel. Les policiers n'ont pas forcément des cœurs de pierre. Vous avez un grand mérite à ne pas vous endurcir, à rester vous-même malgré tant de vilaines choses que vous devez côtoyer chaque jour, à garder ce beau regard clair. Oh! Ça va pas. Madame, vous vous sentez mal, une chaise, Galabert. Non, ce n'est rien, c'est un petit étourdissement. Le contre-coup, je suppose. Et puis, j'ai roulé toute la nuit. Ah, cela va mieux, je vous prie de m'excuser. Seulement, peut-être n'est-il pas prudent que je reprenne mon volant. Est-ce que par hasard un de ces messieurs... Mais à votre service, alors. Oh, merci. Galabert reconduit madame Renard chez elle. Mais non, il a du travail, lui, Oui, mais tandis que moi... toi, j'ai à te parler. Entre dans mon bureau. Ah bon? Bon, alors au revoir. Au revoir, belle madame. Au revoir, monsieur. Par ici, madame, si Madame, vous voulez bien. Oh, comme vous êtes bon, inspecteur, de vous déranger ainsi pour moi. Eh ben, Picoche. Hein? Inutile de rester planté à regarder la porte. Elle est sortie. Je t'ai dit que j'avais à te parler. Oui, bon, je viens, commissaire, je viens. Et alors? Où en êtes-vous? Ben, M. Durtal est allé voir l'ami intime de Françoise, en espérant en apprendre une bonne tranche. Et vous? Où est-ce que vous avez dégoté cette pin-up? Madame Emmanuel Renard s'est spontanément présentée à nos bureaux et ses déclarations sont très intéressantes. Oui, par exemple? Eh bien, par exemple, elle était au courant du roman de son mari avec sa cousine. Ce roman durait depuis plus de 2 ans. Seulement, elle n'a pas fait de drame. Madame Renard s'est tue, s'est résignée. Ben, elle a peut-être eu tort. S'il avait été voir le Montagne pour lui casser le morceau, tout le monde vivrait peut-être encore. Divorcer, hein? Divorcer, c'est quand même plus courant que de se faire massacrer. Mais personne ne pouvait prévoir que les choses tourneraient de cette façon. Je peux avoir son adresse à la Belle au Bois? Alors, je vais te la donner. Mais ne l'ennuyez pas trop, Madame Renard est très éprouvée par le chagrin. Alors ça, Monsieur Gallois, on peut dire qu'elle vous a tapé dans l'œil, cette souris. L'hôpital qui se fout de la charité. Qui restait planté devant elle, bouche ouverte, hein? C'est moi ou c'est toi? Ah bah ça, j'en sais rien. Mais en attendant, c'est Galabert qui la ramène chez elle, alors. Gageons que si Durtal va la voir, il nous mettra tous d'accord. Oui, monsieur Durtal, j'ai beaucoup souffert. Emmanuel ne m'a jamais aimé. Et moi, j'en étais folle. Pensez-vous, madame, que votre mari était déjà amoureux de sa cousine avant de vous rencontrer? Certainement, il fallait être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Mais quand on est jeune et qu'on aime, on est aveugle, justement.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment Henri a pu se laisser surprendre. Françoise et Henri Montaille ont-ils assisté à votre mariage? Bien sûr, ils ont été charmants avec nous. Ils nous ont comblés de cadeaux. Au début de notre union, nous allions régulièrement les uns chez les autres pour dîner, sortir ou passer la soirée ensemble. Au bout de quelques semaines, je me suis rendue à l'évidence. Emmanuel ne m'aimait pas et n'avait Dieu que pour sa cousine. Je ne sais même pas pourquoi il m'a épousée. Peut-être pour la rendre jalouse. Avez-vous eu une conversation à ce sujet avec votre mari? Plus d'une. Je lui ai même fait de stupides scènes de jalousie qui n'ont rien arrangé. La jalousie n'arrange jamais rien, d'ailleurs. Emmanuel a rapidement cessé de s'intéresser à moi et notre mariage s'est défait, désagrégé. Je n'ai rien dit. J'ai souffert en silence. Sans vouloir me poser en martyr, je suis, si vous voulez, rentrée dans ma coquille. C'est curieux, vous ne me donnez pas du tout l'impression d'être une victime. Je vous aurais prise pour une lutteuse. Pour lutter, monsieur Durtal, il faut avoir quelque chose à perdre ou à conquérir. Moi, je ne pouvais pas lutter pour du vent. Notre mariage n'avait été qu'une mascarade, il n'y avait rien à sauver. Vous n'avez pas eu un entretien avec Henri Montaille? Non, hélas. Vous savez, pour des gens normaux, les crimes n'arrivent que dans les colonnes de faits divers dans les journaux. Jamais on ne suppose que l'on sera atteint par des événements de ce genre. Je n'ai pas parlé à Henri, simplement pour éviter de lui faire de la peine, c'est tout. Quel genre d'homme est-ce? Henri? Oui. Je ne l'ai pas revu depuis plus d'une année, mais je le connaissais suffisamment pour vous répondre. Henri Montaille est un homme droit, qui place l'honneur très haut. Un homme tout d'une pièce, un passionné, incapable d'hypocrisie ou de calcul. Un excellent militaire et un mari très loyal. Donc sa réaction violente vous paraît correspondre à son tempérament? Oh, tout à fait, monsieur Durtal. Henri était fou de Françoise et la trouvant avec... Enfin, dans la situation où il... Bref, il ne pouvait agir autrement. Pauvre Emmanuel, si jeune encore et si beau. L'amour est une plante difficile à cultiver, monsieur Durtal. Ses racines sont capricieuses. Mais lorsqu'elles sont accrochées dans la terre, elles... Il faut trancher, comprenez-vous? Oui, je comprends. Vous êtes un homme merveilleux. Encore un peu de whisky? Non, je vous remercie. Je vais vous laisser maintenant. Oh, déjà? Vous voulez me quitter, vraiment? Quel dommage. Vous êtes trop indulgente, chère madame. Mes amis m'appellent Guite. Eh bien, j'espère que vous reviendrez me voir un de ces jours. Je suis très seule, vous savez. Je ne manquerai pas de revenir si j'ai de nouvelles questions à vous poser. À propos, connaissez-vous Yvonne Comtesse, l'amie de la victime? Je cherche à la joindre depuis 2 jours et je n'y parviens pas. Ne perdez pas votre temps, c'est une petite sotte sans intérêt. Vous l'avez rencontrée chez les Montagnes? Oui, elle a essayé de m'avoir, mais moi je ne marche pas ces trucs-là. Je lui ai fermé le téléphone au nez à 2 reprises. Qu'appelez-vous ces trucs-là? Laissons ce sujet, monsieur Durtal. Je ne voudrais pas paraître médisante. Je regrette déjà ce que je viens de vous dire. Mais pourquoi? Une enquête est une chose grave, madame. Si vous estimez devoir me mettre en garde contre cette personne, faites-le, je vous en prie. Eh bien, Yvonne n'est pas une méchante fille, mais elle ne sait trop avec quoi remplir sa toute petite existence. Alors elle bavarde, elle questionne, elle fait des ragots. Quand la vérité ne lui suffit pas, elle n'hésite pas à broder. Yvonne Comtesse est exactement le genre de témoin dont on devrait se méfier au cours d'une enquête. Mais cette mise en garde est bien inutile avec un homme aussi perspicace que vous. D'un seul coup d'œil, vous verrez à qui vous avez affaire. Oui, ça va. On vient une seconde, quoi. Oh là là, la femme est tranquille. Oh, j'avais une chaîne. Oh, mettez-la tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en supplie, la chaîne. Je suis poursuivie. Quelle est la fenêtre qui donne sur la rue? C'est celle-ci? Tenez, regardez, la voiture noire, là. Oh, mon Dieu. Oh, elle repart. Oh, je les ai eus.
Allons, calmez-vous, ma petite dame. Tenez, prenez ça. Quelques gouttes d'alcool de menthe sur un sucre, ça vous fera du bien. Merci. Et qui êtes-vous? De qui avez-vous peur? Il y a 3 jours que cette voiture ne quitte pas la rue. Des gangsters, ils veulent m'enlever. Vous êtes sûr que vous ne vous faites pas des idées? Le premier jour, quand j'ai appris le drame, j'ai voulu sortir pour aller chez Madame Maréchal. La déesse était garée en face. Ils nous ont mis en marche tout doucement pour traverser la rue. Je n'ai eu que le temps de rebrousser chemin et de m'enfermer dans mon ascenseur. De quel drame parlez-vous? Je suis la meilleure amie de la victime. Pourquoi êtes-vous venu ici? Mais c'est trop de choses. Ils ne veulent pas que je parle. Monsieur Durtal a dû venir chez moi. Je n'osais plus ouvrir la porte. J'ai trouvé cette carte qu'il a glissée sous le battant. Entrez. Aussitôt que vous le pourrez, prenez contact avec moi. Oui. Oui, c'est bien l'écriture de Monsieur Roland. Attendez, est-ce que vous vous appelez Yvonne Comtesse? Oui, c'est ça. Je sais que Monsieur Roland a essayé plusieurs fois de vous atteindre au téléphone. Et je n'osais plus répondre. J'avais des téléphones anonymes toutes les demi-heures. Anonymes? Qu'est-ce qu'on vous disait? Rien. Rien? Non. J'entendais respirer au bout du fil. Enfin, vous savez, je sentais, j'entendais une présence, mais personne ne parlait. Alors moi, je disais « Allô, allô ?» Puis, je me décourageais et je raccrochais. Oh, vous pouvez pas savoir dans quel état ça me met les nerfs. Oh mon Dieu, c'est eux, ne répondez pas. Permettez. Moi, je n'ai aucune raison d'avoir peur. C'est peut-être un appel important pour mon patron. Je vais répondre. Non, ne répondez pas, ne répondez pas. Allô? Oui, c'est ici. Qui ça? Ah, je ferai la commission. Qu'est-ce que c'était? Hein? Mais dites, vous devez me dire. On m'a dit... C'est le fleuriste du Père Lachaise. Dites à Madame Comtesse que sa commande de chrysanthème est prête. Vous voyez? Oh, ils vont me tuer. Écoutez, petit, calmez-vous. D'abord, ce n'est pas la saison des chrysanthèmes. Et ensuite, vous mettre dans cet état, c'est leur but à ces gens-là. Ne faites pas leur jeu. Asseyez-vous tranquillement au salon et cessez de vous miner. Écoutez, on crochette la serrure. Ce sont eux. Mais puisqu'ils viennent de téléphoner... Et ils sont plusieurs, c'est un complice, oh mon Dieu. Ils ne pourront pas entrer, il y a la chaîne. Et cachez-vous là, dans la chambre à coucher. Et moi, je vais aller chercher mon pistolet d'alarme. Marie, Marie, tu mets la chaîne en plein jour maintenant. Ouvre-t-on, je ne peux pas entrer. Dieu soit loué, monsieur Roland. Ah bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette petite dame est suivie, on croyait que c'était eux. J'ai trouvé votre mot sous ma porte. J'ai commandé un taxi et j'ai sauté dedans au moment où il arrivait. Il n'a pas osé tirer. Il aurait échappé. 3 jours qu'on la menaçait. Vous êtes pu sortir. On a téléphoné tout à l'heure du cimetière. Oh, les chrysanthèmes. Les chrysanthèmes, alors Ne parlez pas toutes les deux à la fois, je ne comprends rien. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Ah, et racontez-moi tranquillement votre histoire. Et toi, Marie, sois gentille, va nous préparer du café. J'y vais, mais la petite est bien assez nerveuse comme ça. Je lui ferai une verveine. Ah non, une menthe poivrée. Bon. Ah, alors. Voyons, depuis quand cherche-t-on à vous intimider? Depuis samedi. On m'a pratiquement pas laissé sortir de chez moi. Cette déesse noire et ce téléphone, et tout à l'heure encore chez vous. Avez-vous relevé le numéro de la voiture? Ah oui, alors ça je le sais par cœur. C'est le 1160 AG 75. Et qui conduisait? 2 tueurs. Ouais. Vous ne croyez pas que vous lisez trop de romans policiers? Vous savez, les tueurs, ça ne court pas les rues. Alors celui qui conduit a l'air d'un ancien boxeur. Il a un nez cassé, des lunettes noires et une casquette à carreaux. Et l'autre est maigre, avec une barbe en pointe et une grande cicatrice sur la joue. Eh ben, avec des physiques de ce genre, ils sont au moins sûrs de passer inaperçus. Bon. Eh bien, Madame Comtesse, quand vous m'aurez raconté tout ce que vous savez sur l'affaire Montaille-Renard, nous éliminerons facilement vos tortionnaires. Vous ne croyez pas que si je parle, ils me tueront? Nous vous protégerons, Madame Comtesse. Mais je suis persuadé que déjà, vous ne risquez plus rien. Cependant, une chose est surprenante. Quoi donc, monsieur Durtal? Voyons, le drame qui nous occupe ne comprend que 3 acteurs. 2 amants qui sont morts, et le meurtrier qui est au dépôt. Ouais. Je ne vois pas bien qui peut être le 4e larron. Il s'appelle Fifi. Oh, monsieur Picoche, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, qu'il est joli! Quels beaux yeux! Mini,
je l'ai miné. Attention, ma maréchale, c'est un poisson français, hein. Je vois bien, je connais les poissons rouges. Alors, ne lui parlez pas de chat, de minet, vous allez lui flanquer une crise cardiaque. Oui, ma foi, vous avez peut-être raison. Viens, mon petit, viens, viens. Parce que les autres vont être contents, ils s'ennuient depuis que ma petite madame n'est plus là. Mon Dieu, pauvre petite madame. Dites, puisqu'on sympathise, ma maréchale, je vais vous faire une confidence. Franchement, monsieur Picoche, je n'y tiens pas. Ah, vous préférez faire comme l'autruche, vous cacher la tête pour ne pas voir. Mes patrons, je les aimais bien tous les deux. Je ne veux pas avoir à choisir ni à prendre parti. Je veux rester en dehors de tout ça. Oh, regardez. Hercule lui fiche une tournée à Fifi. Eh ben, ça commence bien. Tenez, il lui a expliqué le tarif. Maintenant, tout rentre dans l'ordre. Ah oui, ça y est. Fifi est adoptée. Mais il sait à quoi s'en tenir, hein. La situation de famille est claire. Là, si tout était aussi simple chez nous. Dites, ma maréchale, si vous voulez pas m'écouter, le commissaire va vous convoquer, vous aurez un tas d'ennuis. Pourquoi ça? Mais dans une affaire de crime, on n'a pas le droit de choisir ce qu'on fera, de décider ce qu'on dira ou pas. Pas le droit de choisir? Il manquerait plus que ça. Mais je ne vous demande pas de me raconter quoi que ce soit, ni de faire des ragots sur vos employeurs, ni rien. Seulement de me répondre par oui ou par non. Je comprends pas. Mais c'est facile. Hier, dans la cuisine des Montailles, vous avez eu un geste de surprise en voyant les bouteilles vides dans l'armoire sous l'évier. Mais... Inutile de nier. Or, l'armoire contenait 6 bouteilles vides. Est-ce en voyant une bouteille d'eau minérale que vous avez eu un mouvement de recul? Non. La bouteille de Beaujolais? Non. L'eau de Javel? Est-ce que c'était l'eau de Javel? Mais enfin, ça n'a pas de sens. Avec qui veut-on me confronter? Ça, mon vieux, c'est les oignons de la justice. Pourquoi complique-t-on un plaisir cette misérable affaire? Je suis coupable, pas un instant je n'ai cherché à le cacher. Qu'on me condamne, mais qu'on cesse de me tourmenter. C'est pas moi qui décide. Puisque vous vous attendez à être condamné, je ne vois pas pourquoi vous êtes si impatient. Quant à moi, j'ai un rapport à faire. Quel imbécile j'ai été. Un divorce eût été si simple. J'ai agi comme un fou. J'ai perdu la tête. Si j'avais été dans mon état normal, jamais je n'aurais fait une chose pareille. Une chose aussi grave, aussi irrémédiable. Pauvre petite Françoise. Pauvre Emmanuel. Je regrette profondément mon acte. Et je paierai ce qu'il faudra. Oui, je paierai. Si vous continuez à parler, je pourrai jamais finir mon boulot, moi. Cigarette? Ah oui, volontiers. Merci. Non, bah, fumez en silence, ça vous calmera les nerfs. Galabert, fais entrer le prévenu. Ah, vous voyez, il fallait pas vous énerver. Allez, venez par ici. Approchez, Montaille. Si vous ne connaissez pas encore mes collaborateurs, vous connaissez sûrement Madame Yvonne Comtesse. Certainement. Bonjour, Yvonne. Bonjour. Madame Comtesse a fait quelques confidences à Monsieur Durtal, ici présent. Elle est prête à les répéter devant vous. Madame Comtesse, vous avez la parole. Vous étiez très amie avec la victime, Françoise Montagne. Ah oui, Henri, il sait bien. Je ne le nie pas. Yvonne voyait ma femme presque tous les jours. Bien. Allez-y, madame, ne craignez rien. Françoise, ne te trompez pas, Henri, tu le sais bien. Il est impossible que tu prétendes une chose pareille. Que je prétende? Françoise t'adorait. Elle t'était fidèle, je te le jure. Ma pauvre Yvonne. Commissaire, puis-je me retirer? Certainement pas. Vous avez entendu les déclarations de madame Comtesse. Vous refusez d'y répondre? Ce sont des ragots sans fondement. Yvonne a toujours été mythomane. Ma femme elle-même vous le dirait. Si elle n'était pas morte. Tu sais bien que s'il y avait quelqu'un d'infidèle dans votre ménage, Henri, ce n'était pas elle, c'était toi. Qu'est-ce que vous dites? Toi, Henri. C'était toi. D'après vous, madame, j'avais une double vie. Françoise elle-même me l'a dit. Et puis ne m'appelle pas madame. Ça me donne envie de vomir. Qui était ma maîtresse? Hein? Et dites-le, je vous en prie. Qui était ma maîtresse? Je vous somme de répondre. Autrement, je porte plainte contre vous, en diffamation. Alors, qui? Mais je ne sais pas.
Comment? Alors, vous voyez... Avec François, nous nous sommes creusé la tête pour savoir qui cela pouvait bien être. Nous n'avons rien trouvé. Rien. Mais Emmanuel, Françoise le considérait comme un gamin, tu le sais. Monsieur le commissaire, j'ai assumé l'entière responsabilité de mon acte. Je l'ai avoué et je le déplore. Je paierai ma dette à la société. Je vous prie donc de me faire ramener dans ma cellule. Mais par pitié qu'on mette cette femme à l'asile. Encore 2. Voilà, messieurs. Ah, délicieux ce rhum antillais. Ah, c'est notre spécialité. Le fabricant est un ami personnel du patron. Il le lui envoie directement. Dites-moi, c'est ce délicieux rhum que vous avez si abondamment servi à la bande de réservistes de l'autre soir? Eh oui. Ah, qu'est-ce qu'ils tenaient? Ils ont fait du scandale? Bon, absolument pas. Sinon, j'y aurais mis bon ordre. Ce n'est que lorsqu'ils se sont levés que j'ai vu que ça titubait un peu. Ah, vous comprenez, mon rôle n'est pas de refuser de servir les clients. C'est ce que j'ai dit à l'inspecteur. Et puis on n'est pas censé massacrer tout le monde en rentrant chez soi. Ah, comme vous dites. Ah là là. Si on savait tout, il ne se passerait jamais rien. Qu'est-ce qu'il a, votre philodendron, là? Il sèche? Ah, m'en parlez pas. Qu'est-ce que le patron va me raconter? Cette plante-là, c'est la mascotte de la maison. Ça fait longtemps qu'il est comme ça? 2-3 jours, pas plus. C'est d'abord les jeunes pousses qui ont baissé la tête. Et maintenant, toutes les feuilles se tachent. Ben oui, évidemment, c'est au bout que la sève se précipite, tout droit. On dirait qu'on l'a empoisonné. Ou qu'on a saccagé les racines. Et si vous permettez, je vais prendre un peu de terre pour la faire analyser. Et je vous passerai un coup de fil pour vous dire de quoi il souffre et comment le traiter. Ah, ça, c'est une idée. Vous y connaissez? Ne pensez donc. Monsieur est professeur extraordinaire à l'Institut mondial et européen de botanique supérieure. Fichtre. Alors, allez, remettez-nous ça, mon vieux. Allô, c'est Maître Détras, notaire? Ah, il n'est pas là. Quand puis-je le rappeler? Non, c'est très urgent. Je téléphone de la part du commissaire divisionnaire gallois de la police judiciaire. Très urgent, oui. Il s'agit d'une affaire criminelle. 1160 AG 75. Un nommé André Laversie, artiste de complément. Qu'est-ce que tu dis? Le tueur, artiste de complément? Ben oui, patron. Et son adresse est du côté des Buttes-Chaumont, rue Ménadier. Des figurants. Attends. Qu'est-ce que ça me rappelle, ça? Mais qu'est-ce que ça me rappelle? Quand a-t-on parlé de cinéma? Mais quand? À propos de cette affaire? Mais oui! Attends. Ah, mon Dieu, j'y suis! Picoche, demande-moi ce numéro de téléphone. Oui, là, celui-là. Nous allons appeler Marie. Marie, viens écouter la voix qui va répondre au bout du fil. Allez, viens vite! Allô? Ah, c'est vous, monsieur Durtal. Je suis si heureuse de vous entendre. Oui, je me remets doucement, je vous remercie. Il faudra avoir un peu de courage, n'est-ce pas? Ah, mais ce serait avec joie, monsieur Durtal. Nous avons tout de suite sympathisé si vivement, non? Où voulez-vous? Le bar antillais, très bien. Oh, à l'heure que vous voulez, je n'ai rien à faire. Je suis seule et abandonnée. Seule et triste. Très bien. 6 heures, j'y serai. Je me réjouis à cette idée. Elle le voulait tellement. Si je ne l'avais pas tué, je l'aurais perdu. Mais s'il ne s'agit que d'une seule et même femme, la victime, ça n'a aucun sens, comprends-tu, Gallois? Mais il s'agit de 2 femmes. Montaille, ne sachant plus ce qu'il disait, a tout mélangé. Il parle de sa femme qu'il a tuée sur la demande d'une autre, comprends-tu, Gallois? Il l'a tuée sur la demande d'une autre. Non, je comprends pas, je nage complètement. Explique-toi plus clairement. Montaille n'a pas bu une goutte d'alcool au bar antillais avec ses camarades de service. Pas une seule goutte.
Il a vidé tous ses verres dans le philodendron qui était à côté de son siège. Le labo est formel. La terre est imprégnée d'alcool dans une proportion impressionnante, et de rhum précisément. Et il a quitté le bar en titubant. Et tituber, c'était à la portée de n'importe qui. Alors vous voulez dire qu'il a joué la comédie de l'ivresse? Et la prise de sang, 2,1 pour 1000. Mais cette prise de sang a été faite près de 2 heures après. Montaille a tiré sur sa femme et sur Emmanuel de sang-froid, tout à fait de sang-froid. Ça expliquerait ces 2 balles si précises entre les 2 yeux. Voilà. Ensuite, il boit. Il vide à froid 1 litre entier de rhum. Et son crime était prémédité à tel point que ce rhum, il l'avait acheté 3 semaines avant de partir au service. Oui, la femme de ménage a fini par me l'avouer. Bon sang. Mais alors, j'entrevois une monture colossale. Une escroquerie à la justice, surtout. Henri Montaille ne cherche ni à se cacher, ni à faire accuser quelqu'un d'autre, ni même à nier son crime. Il ne cherche pas à éviter sa dette. On marchande le tarif. Il accumule toutes les circonstances atténuantes les plus connues. Absence due à une période militaire, flagrant délit d'adultère sous le toit conjugal, ivresse occasionnelle, diminution de la responsabilité. Et un bon avocat, il en avait tout juste pour 1 an, avec sursis encore, avec un peu de chance. Depuis que je travaille avec toi, je ne crois pas avoir jamais rencontré un criminel aussi roué. Et roué, et pourtant gaffeur. Car enfin, s'il était si malin, pourquoi a-t-il tiré 2 balles si précises? Pourquoi n'a-t-il pas vidé son chargeur sans viser? Après tout, c'est justement cette précision qui m'a mis la puce à l'oreille. S'il avait tiré au jugé, les vêtements des 2 malheureux auraient été percés de trous. Comment les vêtements? Ah oui. Françoise et son amant n'étaient-ils pas... n'étaient-ils pas au lit? Mais nullement, mon vieux. Françoise et son cousin, tranquillement assis au salon, bavardaient en attendant le retour d'Henri. Il ne l'attendait pas, puisqu'il avait été libéré avec 1 jour d'avance et personne ne le savait. Et qu'est-ce que tu en sais? Moi, je le vois très bien passant un petit coup de téléphone à Emmanuel. Dis donc, vieux, je rentre demain soir au lieu de samedi. Va donc boire un verre à la maison. Et attendez-moi avec Françoise. Je serai là vers 9h. Tu crois vraiment? J'en suis sûr. D'après les témoignages d'Yvonne et de la femme de ménage, Françoise était une femme fidèle. Elle considérait son cousin comme un frère. J'affirme que Montaille les a tués de 2 coups de feu précis et qu'ensuite, fourrant le revolver dans sa poche, où il a récolté du tabac, il a déshabillé les corps et les a mis côte à côte dans le lit. Bon sang. C'est dégueulasse. Mais, attends, pourquoi aurait-il fait toute cette mise en scène? Pour se débarrasser de sa femme? Un peu de frais, oui. 1 an, c'est pas cher. C'est là que notre visite au notaire a été précieuse, mon vieux. La pauvre Françoise avait de la fortune et un seul héritier, son cousin Emmanuel. Celui-ci disparu, qui allait hériter de lui? Sa femme, héritière directe et unique. Tu veux parler de la belle Guite? Eh oui, monsieur Gallois, la belle Guite qui nous a tous mis dans sa poche. Guite qui avait brisé les 2 ménages, le sien et celui de Françoise. Guite, dont Henri Montaille était fou, et qui dans l'ombre n'a pas cessé d'être son mauvais génie. Guite qui a engagé des figurants de cinéma pour intimider Yvonne et essayer de la faire taire. Et Marie a reconnu sa voix au téléphone. C'est les chrysanthèmes. Mais alors, attends encore. Au commissariat, ces propos qui nous paraissaient incohérents, c'est elle qu'il voulait, sinon je l'aurais perdu, etc. Alors, c'est de Guite que parlait Henri, et non de sa victime. Ben, vous l'avez dit, monsieur Gallois. Eh oui. Henri n'a oublié qu'une chose, c'est qu'après avoir bu froidement et sciemment 1 litre de rhum, il a commis l'erreur de laisser la bouteille vide sous l'évier, où Madame Maréchal l'a remarqué. Et au commissariat, il ne savait plus ce qu'il disait, il mélangeait tout, et il a dit n'importe quoi. Vraiment ivre cette fois, il s'est trahi. Et il n'a pas pu s'empêcher de parler de sa maîtresse. Ben, à propos, elle vous attend au bar antillais, la belle Guite. Oui, elle m'attend. Et j'espère ne pas arriver seul au rendez-vous. Compte sur moi. Quelle abominable préméditation. En voilà un que, j'espère, la justice ne va pas rater. Oh, vous savez, commissaire, avec un bon avocat, on ne sait jamais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, l'homme dont le sort est entre vos mains est un citoyen exemplaire. Une de ces belles routes bien françaises dont nous avons gardé le secret. Nous savons comment ce genre de réunion se déroule. Plus l'amitié est forte, plus les vers se multiplient. Des clous et le philodendron. Ce soldat, ce héros,
Que trouve-t-il chez lui en rentrant après 21 jours de manœuvre? Une femme adultère, en flagrant délit sous le toit conjugal. Une pauvre petite qui n'avait rien fait. Une femme fidèle. Un ami du ménage. Des innocents. Qu'est-ce qu'un assassin? Ce n'est tout de même pas un homme qui a de mauvais réflexes. Vous nous racontez des histoires, hein? Il savait très bien ce qu'il faisait. Il a visé entre les deux yeux. C'est un assassinat. Monsieur le procureur lui-même a reconnu que dans le cas qui nous occupe, la provocation constitue mieux qu'une circonstance atténuante, une excuse atténuante prévue par la loi. Circonstance aggravante, oui. Escroquerie à la justice. Préméditation. Mensonge. Marchandage. Pour mon client humilié, mon client frustré, mon client trompé et bafoué. C'est faux. Mon client héroïque et trompé. C'est lui qui a trompé tout le monde, à commencer par sa femme. Pour mon client aveuglé par la douleur. Pour mon client qui pourrait être chacun d'entre nous. L'acquittement pur et simple. Coupez-lui la tête. Tout de suite. Pour exemple. Il déshonore l'armée française. Alors, Montaille, vous rêvez encore? Eh bien, Montaille. Montaille, non des dieux. Galabert, est-ce que le divisionnaire est dans son bureau? Non, ils sont allés arrêter la belle Guite. Pourquoi? Je viens du dépôt. Henri Montaille s'est pendu dans sa cellule.